Bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale où j'ai le plaisir de recevoir le professeur Abdelrahmane Benbouzid, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bon, c'est toujours un moment agréable de partager ce temps avec vous parce que cela fait partie en ce moment de nos missions. Étant donné cette pandémie et tout, c'est une occasion aussi d'informer nos citoyens. Merci encore. Alors on reviendra, vous l'aurez compris, dans cette émission sur l'actualité, principalement sur les mesures qui viennent d'être prises par le gouvernement. Donc les mesures qui annoncent un déconfinement en 2 étapes, dont la première étape sera effective à partir du 7 juin prochain, donc dans 2 jours. Alors monsieur le ministre, c'est officiel, l'Algérie entame son déconfinement qui sera en 2 phases. Le Premier ministre a dit qu'il s'agit principalement d'activités qui sont nécessaires à la vie socio-économique et qui seront à moindre risque de transmission. Avant peut-être de revenir sur la feuille de route de ce déconfinement, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce déconfinement vient un peu par surprise ? Puisqu'on s'attendait plus à un déconfinement à partir de la barre, c'est-à-dire quand on tombera au-dessous de la barre de 50 cas. On est de 50 cas parce que j'ai eu l'occasion d'annoncer 54 cas. Oui. 54 cas, c'est cinquantaine de wilayas, c'est 48 wilayas. Ça forçait un petit peu, les journalistes, vous aimez beaucoup les chiffres. Nous avons des mesures. Le comité scientifique a établi des critères pour passer au déconfinement. Et c'est sur la base de ces critères que le gouvernement, et de manière officielle, a engagé donc ce déconfinement. Pourquoi le déconfinement? Parce qu'il y a un confinement. Le confinement n'est pas une situation normale. Elle est induite par une pandémie, et puis une épidémie, puis une situation extrêmement pénible pour le pays, pour l'économie, pour les citoyens. Et chaque fois, on attendait que les chiffres s'améliorent, que la situation s'améliore pour amorcer le déconfinement. Donc il y a un comité scientifique qui a été installé par M. le Président de la République, dans lequel il y a des compétences liées à cette maladie, qui travaille tous les jours et qui donne des recommandations, qui assistent le gouvernement pour qu'il prenne des mesures de manière officielle. Un travail a été fait, il a été remis, ce travail, et nous l'avons étudié ensemble en présence de M. le Premier ministre, et un déconfinement partiel, sectoriel, graduel, a déjà été entamé, il vient d'être annoncé. Il prend la mesure de la situation qui devient très pénible, mais il tient compte essentiellement, comme l'a annoncé M. le Président, comme l'a annoncé M. le Premier ministre, il tient compte des décisions du comité scientifique. Alors si aujourd'hui on déconfine, cela signifie que la situation est optimiste. Quelle évaluation faites-vous aujourd'hui de la situation pandémique et de la situation dans nos hôpitaux, monsieur le ministre? Alors si on parle de la situation pandémique, j'ai des chiffres ici, mais je pense que je n'ai pas besoin de les remettre. Ils sont connus, tout le monde s'informe. Ce qui se passe en ce moment, c'est une épidémie qui a commencé en Chine, qui s'est éteinte en Chine, et qui est passée en Europe. Oui. Et ensuite, elle nous a approchés, parce que nous sommes très proches. Et nous avons pris des mesures. Maintenant, l'Europe est plus ou moins apaisée. Maintenant, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, le Mexique, le Brésil et un peu la Russie. L'Amérique latine, oui. L'Amérique latine. Chez nous, les chiffres, je pense qu'on a eu notre pic. C'était une question récurrente des journalistes. Le pic, le pic, le pic. Le pic, c'est un certain moment où le taux est très élevé, puis après, ça se stabilise un temps, je ne sais lequel. À un certain moment, on dit ça y est, c'est fini, on essaie. Donc le pic, je pense que le pic chez nous, c'était le 29 avril, où nous avons atteint 199 cas. Nous sommes présentement à moins de 100 cas. Oui, 97 pour le chiffre d'hier. 98 pour le chiffre d'hier, oui. Ou 97, peu importe. C'est surtout le nombre de décès. Parce que cette épidémie touche 100% de personnes, 80 enfants, une espèce de grippe ou de grippette, 20 ont des signes, 5 passent dans une situation critique et 2% ou 2 ou 3% décèdent. Donc dès lors que nous sommes à moins de 10 décès, tout décès nous afflige, c'est clair. Mais moins de 10 décès, ce sont surtout des sujets âgés qui ont des comorbidités, qui seraient morts suite à une grippe ou suite à une maladie quelconque. Donc nous sommes arrivés à des chiffres qui durent, qui ont une tendance baissière, à un taux d'occupation des salles de réanimation qui est très bas. Alors, nous avions préparé près de 6 000 lits, oui. Parce que nous avions le scénario italien.
et un peu ce qui se passait. Nous n'avons jamais utilisé plus de 17% des lits de réanimation, non pas des lits mobilisables, mais des lits mobilisés. Parce que nous pouvions aller jusqu'à 6 000 lits. Donc sur ceux que nous avions utilisés, seulement 17%. Quant aux lits d'hospitalisation, non pas les lits mobilisables, mais les lits mobilisés, même pas 60%. Ce qui fait que nous avons quand même réussi, grâce à tous, grâce à toutes, grâce bien entendu au personnel de santé, mais à tous ceux qui étaient concernés, le ministre de l'Intérieur, la protection civile, la gendarmerie, le citoyen. Il ne faut pas oublier que quoi qu'on dise sur le citoyen, il y a de bons citoyens qui nous ont assistés. Nous avons réussi à éviter le scénario et les modélisations qui nous ont donné beaucoup de craintes. Je vous rappelle qu'on avait prédit pour le pays au 15 avril des milliers de morts, des hôpitaux dépassés. Donc, quoi que les chiffres disent ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Nous sommes à une situation dans la rue qui est relativement stable et c'est ce qui a permis d'engager un déconfinement, et je le répète toujours, qui est à la charge des autorités. Nous nous donnons juste les indicateurs de santé, qui est un déconfinement graduel. Vous avez vu, c'est le bâtiment, et chaque secteur. Ne me forcez pas à intervenir, si vous voulez, dans les déconfinements de chaque secteur. Nous donnons les éléments essentiels. Chaque secteur a ses spécificités. Justement, avant peut-être d'aborder la feuille de route ou le protocole de déconfinement, je vous invite à regarder un sujet qui va résumer justement pour nous les mesures de ce déconfinement et comment ça va se passer. Regardez, c'est un sujet signé Abdelmajid Benrassi. Cette feuille de route, élaborée sur la base des recommandations émises par l'autorité sanitaire, prévoit un déconfinement progressif et flexible. La reprise des activités économiques, commerciales et de services est ainsi scindée en deux phases. La première débutera le dimanche 7 juin 2020, tandis que la seconde prendra effet à partir du 14 du même mois. La première phase concerne la reprise des activités liées au secteur du BTPH et de 25 autres activités commerciales et de services. Il s'agit entre autres des agences de voyage, de l'activité de maintenance et de réparation. Elle concerne également la vente à emporter de glaces et de boissons, des fast-foods, uniquement la vente à emporter, les douches à l'exception des hammams, la maintenance, le dépannage et le lavage de véhicules, les galeries d'art, les salons de coiffure pour hommes, ainsi que les marchés à bestiaux, qui sont également concernés. La reprise de l'activité économique, commerciale et de services sera conditionnée bien sûr par le strict respect sur les lieux de travail ou de regroupement des mesures strictes de prévention sanitaire qui doivent être impérativement observées et appliquées par l'ensemble des opérateurs, commerçants, clients et usagers. Le non-respect de ces mesures donnera lieu à la fermeture immédiate du commerce ou de l'activité concernée et à l'application rigoureuse des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Le plan de reprise progressive et graduelle à partir du 14 juin 2020 des activités commerciales et économiques dans sa deuxième phase concernera d'autres activités qui seront identifiées et arrêtées par les pouvoirs publics en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et du comportement des usagers. Il s'agit notamment de certaines activités de transport par taxi, ainsi que la restauration et les débits de boissons dont l'organisation sera précisée en temps opportun. Le Premier ministère rappelle toutefois que les mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière signifier un retour à la vie normale, mais bien au contraire, inciter à la prudence et à la vigilance, car la menace de l'épidémie demeure omniprésente. Alors donc c'est un sujet qui résume un peu ce déconfinement qui est flexible et progressif. Alors la première phase sera effective à partir du 7 juin prochain avec notamment la reprise, vous l'avez déjà dit, de l'activité du secteur du BTPH, en plus d'une vingtaine à peu près d'activités commerciales. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement de votre feuille de route ? Comment ça va s'appliquer, comment ça va se faire pour expliquer un peu aux gens qui nous regardent ? Ce n'est pas notre feuille de route. Oui. Ce n'est pas la feuille de route du comité scientifique ni du département de la santé. Oui. C'est le premier ministère et c'est l'ensemble des ministères au fur et à mesure que le déconfinement s'amorce et s'accélère. Chaque département, hier, nous avons eu au niveau du ministère 2 cadres du ministère de l'Habitat qui sont venus
discuté avec l'ensemble des collègues du comité scientifique. Ils nous ont proposé leur programme de déconfinement. On a juste fait quelques retouches. Le ministre du Tourisme nous a adressé aussi un plan de déconfinement qui est absolument parfait, dans lequel on a apporté juste des retouches liées uniquement au secteur de la santé. Le ministère de la Jeunesse et des Sports également. Donc chaque ministère a, en fonction des éléments déjà qui sont connus, nous avons adressé au Premier ministère un plan de déconfinement dans lequel nous avons tracé les éléments fondamentaux, ceux-là qui sont communs à tous, c'est-à-dire avant l'entrée d'un établissement, un guidage du flux des clients, une distanciation, distribution de gel hydroalcoolique avant de pénétrer, moins de personnes dedans, on peut même une personne par tant de mètres carrés, le flux aussi des marquages au sol pour l'intérieur, ne pas se croiser, ne pas toucher aux objets, si c'est des cabines d'essayage aussi c'est pareil. Donc nous avons donné des guides pour l'ensemble et chaque département en fonction de sa spécificité a élaboré un plan de déconfinement qu'ils nous ont proposé à discussion, que nous avons trouvé absolument parfait. Ça a beaucoup plus suscité une discussion, un enrichissement que des directives. Les directives que nous avons adressées, elles sont d'ordre général. Donc il y a, Monsieur le Premier ministre a dit flexible, graduel, sélectif, sectoriel. C'est tout à fait logique. Il y a des secteurs sensibles, il y a d'autres qui le sont moins. Il y a des secteurs qu'on doit déconfiner rapidement parce qu'il y a des choses qui sont au plancher, l'économie, beaucoup de situations qui sont extrêmement pénibles. Je pense que c'est le souci du gouvernement et précisément du chef de l'État, de libérer un petit peu tous ces petits commerces, ces journaliers qui n'ont pas de revenus. Donc vous voyez un petit peu, c'est dicté par le Premier ministre. Oui. Vous avez parlé justement des mesures barrières et des mesures préventives à observer justement par les commerçants et les clients. Je les rappelle, l'obligation du port du masque, l'affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux, l'organisation des accès et des files d'attente, la mise en place à l'intérieur des locaux d'un sens unique de circulation, le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux et des pièces de monnaie aussi et des billets de banque. Alors quand on voit comme ça, Monsieur le Ministre, c'est un plan qui paraît très ingénieux et bien fait, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça serait quand même difficile de faire respecter tout ça par les usagers? Encore une fois, comment comptez-vous faire? Parce qu'il y a eu des dépassements même en plein confinement, vous le savez. Écoutez, c'est pour le port de la ceinture de sécurité, ça a été laborieux au début. Et puis ça s'est fait. Et ce n'était que les voitures. Et là, c'est tout le monde. C'est le marché, c'est les quartiers populaires, c'est toutes les villes, c'est tous les individus que vous voyez dans la société. Ce n'est pas facile. Donc nous n'avons pas la mesure pour prendre des dispositions quelconques. Nous informons, nous attirons l'attention, nous donnons l'essentiel en matière de protection des individus et de la société. Il appartient à d'autres services, bien entendu, d'apporter aussi. Nous avons un travail de sensibilisation et de pédagogie, pas plus. Ouais. Quel est le rôle, justement, parce que vous parlez d'autres parties, et quel est le rôle des collectivités locales dans tout ça? Est-ce qu'on prévoit, par exemple, de mobiliser des agents de la sûreté, c'est-à-dire la police, pour veiller sur l'application de ces mesures, comme ça a été fait dans d'autres pays européens? Je cite la France en particulier, quand ils ont commencé à déconfiner, il y a eu une mobilisation des forces de l'ordre, carrément. Est-ce qu'on pense à utiliser des moyens de cette envergure? Écoutez, il y a des textes. Il y a des textes qui ont été mis même à la disposition du public. Oui. Il y a une amende de 10 000 dinars qui doit être payée dans les 10 jours. Sinon, elle passe à 20 000. Il y a un emprisonnement. Il y a un article, je crois que c'est l'article 296 bis, qui définit les cas où le port de masque est un acte d'incivisme, un acte, l'absence de port de masque, un acte considéré dans les mesures de coercition, les mesures comme étant un acte d'atteinte à la santé aux autres, à la santé des autres. En rappelant aussi que même dans une voiture, il faut que les gens considèrent que dans la voiture, ils sont dans la voie publique. À la limite, une personne qui conduit, mais s'il y a deux personnes, elles sont aussi sujettes à... Donc il y a un texte de loi qui est là. Bon, quant à l'action sur le terrain, elle est certainement difficile. Pour nous,
c'est beaucoup plus, je vous ai dit, un travail de sensibilisation, travail d'information, et je suis encore heureux d'être là. Mon équipe, mes collaborateurs sont dans tous les plateaux, dans toutes les chaînes. Je pense que c'est cet élément qui est fondamental. On doit plus susciter auprès de la population un sentiment de responsabilité, un sentiment d'écoute. Et certains vous disent qu'on ne croit pas au coronavirus, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu. Clairement. Donc il y a ce côté-là, et puis avec la ceinture de sécurité, on ne peut plus prendre sa voiture soi-même, même s'il n'y a pas d'image, de silhouette de policier. On est obligé de mettre sa ceinture de sécurité. Je pense que le port du masque obligatoire est une excellente chose. Nous ne cesserons jamais de le dire. Il y a des mesures barrières, il y a la distanciation, il y a le lavage des mains et tout, mais ça ne se voit pas fort. Le masque, je vous cite un exemple d'une ville en Allemagne, une ville de 110 000 habitants. Tout le monde a porté le masque pendant 15 jours. Résultat, 0 virus, 0 cas positif. Et je dis aussi, je fais cette précision de taille, aucun masque n'a été distribué par la mairie. Oui. Tous les masques ont été faits par les couturières et ils ont été vendus à 6 € l'unité. Oui. Voici une situation, un acte de civisme que nous souhaitons voir un petit peu chez nous et se développer. Et je vous assure, je vous dis cela, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit par tous les scientifiques. Le dénominateur commun de ce traitement, c'est le masque. Oui. Et je le dis, si tout le monde porte ce masque, avec la distanciation et tout, parce que tout est lié à une transmission aérienne. Si tout le monde porte le masque, on peut espérer rapidement mettre fin à cette épidémie. Oui, il y a eu une étude justement qui a été faite par l'OMS qui indique que le masque réduit à 85% le risque d'infection pour le coronavirus, et pour la distanciation aussi, le risque de contamination est de 13%. Si la distance est respectée, le risque tombe jusqu'à 2%. Alors, rajoutez, il y a cette étude, je rajoute aussi. Alors, vous dites le masque, la distanciation, le lavage des mains, vous arrivez à 100%. Oui. Alors, je disais donc que j'insistais sur ce point, peut-être parce qu'il y a eu des rassemblements politiques ou artistiques, notamment pendant le ramadan et pendant la journée de l'enfance, où la distanciation n'a pas été respectée. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui étaient sur les réseaux sociaux, c'est quand même déplorable. C'est pour ça que j'insiste sur ce point, Monsieur le Ministre, sur le point du non-respect justement des mesures. Je reviens aussi sur, si vous permettez, dans ce même ordre d'idée, sur la wilaya de Saïda qui a été déconfinée récemment. Alors aujourd'hui, sur la page Facebook justement de la wilaya dit avoir constaté une violation importante de l'obligation du port du masque, la hausse de cas suspects et la mise en quarantaine de 200 personnes jusqu'à hier. La wilaya menace de demander de nouveau le confinement sur son territoire. Quel est votre commentaire? J'ai lu, je lis, je m'informe, je reçois des informations. J'ai visité 17 wilayas. Visité 17 wilayas. Bien entendu, le cortège se dirige vers l'hôpital. Mais à travers les vitres, on voit les personnes, très peu de personnes mettent les masques. Donc ce n'est pas propre à... Et dans tous les pays du monde, il y a des actes d'incivisme, soit par méconnaissance, soit par rébellion. Rébellion, un fait, à une loi, un texte. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Par déni aussi, parfois. Par déni. Il y a un petit peu, dans certaines situations, on le fera à Saïda, j'ai envoyé une équipe à la Guad, j'en envoie une à Ouargla, j'en ai envoyé une à Médéa. Dès qu'il y a l'éclosion d'un cluster, d'un foyer, ça nous inquiète. Il y a les équipes qui travaillent là-bas, mais pour les secourir, les assister, les appuyer, on envoie une équipe. Et on trouve la cause. C'est souvent une imprudence voulue ou une maladresse, un décès. On a pour habitude, dans certaines régions, d'installer une tente et de recevoir les gens qui viennent présenter les condoléances. Ou bien, du côté de Sétif, aussi, on a eu l'enquête. C'est une dame qui était infectée, qui a pénétré dans un établissement hospitalier, qui a infecté tout le monde. C'est un petit peu comme ça. Et puis, dans toutes les épidémies, si vous prenez connaissance des chiffres de pays européens, l'Espagne, il y a eu 0 il y a quelques jours, puis ça a repris. Donc, il y a toujours un foyer qui est clos ici, et puis bon, il s'éteint. Vous me parlez de Saïda, peut-être que demain ou après-demain, il n'y aura plus rien. Mais il y aura toujours le contentieux qu'il faut gérer. L'Algérie est un vaste pays, un très grand pays. L'Algérie est secouée en ce moment par quelques petites perturbations sur le plan sociologique.
L'Algérie est un pays qui dispose de structures de santé qui font qu'il est très difficile. Sachez que ce qui se passe chez nous est absolument similaire à ce qui se passe ailleurs. Il y a des foyers qui viennent comme ça. Nous sommes sur un plateau. Ce plateau n'est pas plat. C'est un plateau en dents de scie. Et ces dents de scie, c'est les foyaux qui éclosent et puis qui ça se calme et tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plateau quand il se stabilise à un taux bas, à un taux qui nous permet de penser que le pic est passé, que nous sommes en phase d'éluder ce qui s'est passé et en phase d'amorcer un déconfinement. Oui. Alors justement, puisque vous parlez de cluster, la deuxième phase du déconfinement sera entamée à partir du 14 juin. L'application donc de ce plan progressif tiendra compte naturellement de l'évolution de la situation épidémiologique. Alors quels sont les indicateurs sur lesquels on se réfère dans ce genre de situation justement? Alors les indicateurs pour un individu quelconque, sans avoir des connaissances sur le plan épidémiologique et tout, c'est dès lors que dans une wilaya ou dans un endroit, on n'annonce plus de cas. Bon, ça c'est très général. Nous avons deux critères. On en a un qui se rapproche de celui-ci, c'est dès lors que dans une région, qu'il n'y ait plus de cas sporadiques annoncés, récurrents, donc il y a une stabilisation sur le nombre de cas, puis sur la durée. Deuxième critère, c'est le R0. Le R0 est une mesure, parce que dans toute épidémie, dans toute situation, il faut qu'on ait un moyen de mesure. On ne peut pas donner des chiffres comme le R0. C'est la capacité qu'a un virus à en infecter, à se propager, ou qu'a un individu porteur de virus à en propager d'autres. Donc, nous tenons compte du premier critère, c'est-à-dire pas de cluster, pas de cas sporadiques, et qu'on peut contenir. Deuxième critère, R0 moins 1, c'est-à-dire que moins d'un, moins de 1. Oui. C'est ce qui a été fait pour Illizi, pour Naama, pour Saïda, Al-Bayyad, Tamarasset. On a vu que les situations étaient plus ou moins stabilisées, pas de foyer émergent très, très inquiétant, et R0 à moins 1, et on a déconfiné. Oui. Voilà. Est-ce que finalement le couvre-feu, sur un plan technique peut-être, le couvre-feu est maintenu avec le déconfinement? Comment ça se passe finalement? Est-ce que toutes les wilayas sont concernées? Alors le couvre-feu vient d'être allégé, le couvre-feu a été instauré parce qu'il fallait réduire les regroupements. C'était ça le sens du couvre-feu, ça a été principalement à Blida, qui était le foyer principal, si vous voulez, principal. Alger, et puis on a étendu, puis on a réduit, puis on a dit pour Blida de 15 heures, de 14 heures, puis 17 heures. Donc c'est modulable en fonction de la situation. Mais l'objectif est de l'enlever totalement. Quelque part, si vous voulez, si on laisse un couvre-feu de 19 heures jusqu'au lendemain, il n'aura pas beaucoup d'effet. Parce que les gens se déplacent quand même dans la journée, ils se regroupent, et la nuit habituellement, sauf quelques activités, on est à la maison. Donc si on dit déconfinement, on dit aussi fini le couvre-feu. Oui. C'est clair. Alors, on a parlé un peu des activités qui sont concernées par ce déconfinement graduel ou progressif. Est-ce qu'on pense à déconfiner aussi prochainement les crèches, par exemple? C'est une question qui a été posée sur la page de l'émission, sur les crèches, les maternelles ou les mosquées. C'est une question aussi qui revient à chaque fois sur Alors, pour les mosquées, Monsieur le ministre des Affaires étrangères a réagi tout de suite. On lui a posé la question. Ils ont pris des mesures. Vous avez dû voir des images de désinfection. Ils s'y préparent aussi, puisqu'ailleurs les mosquées ont été déconfinées, en mettant de la distanciation, en faisant ou la caméra thermique, ou se laver les mains, enfin toutes les mesures, la distanciation. En Arabie Saoudite, les deux à la Mecque, et bon, en prenant bien sûr les distances requises. Le ministre des Affaires religieuses l'a dit clairement qu'il ne lui appartenait pas à lui de proposer une date. Donc c'est une étude. Vous savez, il y a le comité scientifique installé par M. le Président de la République au sein du ministère de la Santé. Mais il y a un comité ad hoc de suivi aussi qui est extrêmement performant au niveau du Premier ministère. Oui. Et c'est ce comité qui prend les décisions. Alors je vous réponds, quant aux crèches et aux écoles, cela est lié
à l'éducation, aux écoles, puisque tout a été décalé au mois de septembre. Je pense que ce sont, même si on doit déconfiner, on doit assurer plus de protection aux enfants qu'aux adultes. Oui. Alors, avec le temps, maintenant, ça fait plus de 2 mois quand même qu'on vit avec le coronavirus. Avec le temps, on a appris un peu plus sur cette maladie. On a été rassurés, puisqu'on est loin un peu du scénario apocalyptique imaginé au tout début. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, finalement, que la phase de la peur est dépassée? Et est-ce qu'on est à l'abri d'une deuxième vague? La phase de la peur est passée. Elle est passée pour tout le monde. Passé pour les Italiens, pour les Français, pour nous. Il y a eu une frayeur au début. Il y a eu, rappelez-vous l'Italie, ils sont arrivés à une phase où ils ne pouvaient rien déterminer. Ils étaient même contraints de sélectionner les malades en réanimation, de sacrifier les sujets qui avaient des comorbidités, qui avaient beaucoup de risques de décéder et de préserver les sujets. Vous voyez un petit peu dans quelle situation ils étaient. Nous avons eu la même peur. Nous avons eu la même peur avec cette chance que nous avions d'être un peu décalés par rapport à l'Italie. C'est-à-dire, lorsque cela s'est passé en Italie, nous n'étions pas dans cette situation. Donc, nous avons pris nos mesures. Pourquoi voudriez-vous qu'on ait peur maintenant alors que le pic est passé, alors que les chiffres sont à la baisse, alors que les lectures dans le monde sont des lectures optimistes, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a toutes les raisons d'avoir moins peur. Je dis moins peur. Cela nous engage à plus de vigilance, à capitaliser, à consolider ce que nous avons obtenu. Et maintenant, pour parler de la deuxième vague. Alors, tout dépend des scientifiques. Certains disent, oui, il y aura une deuxième vague. D'autres disent non. Mais sur le point sur lequel tout le monde s'est entendu, c'est que si on ne conserve pas ces mesures barrières, eh bien, ce sont des virus qui sont nidés, nichés quelque part, qui, à une occasion, peuvent réapparaître aussi. Voilà, donc, pour ne pas alerter et faire peur, pas de nouvelles vagues affirmées, mais ce qu'on affirme, c'est maintenir les mêmes mesures de protection. Oui. Quand on dit un plan flexible, puisqu'on parle de deuxième vague, quand on dit que c'est un plan de déconfinement flexible, est-ce que cela veut dire qu'il est envisageable de confiner de nouveau, par exemple? Absolument. Oui. Absolument. Oui. Alors, le risque que le virus... J'ai envie de revenir un peu plus en détail. On en a parlé sur le port du masque, mais c'est très important parce que ça va devenir un rituel quotidien pour tout le monde. Le risque que le virus devienne endémique est là. L'obligation donc du port du masque depuis 2 semaines l'est aussi depuis donc quelques temps. Alors, va-t-on devoir le porter tout le temps et partout, même dans son véhicule personnel, Monsieur le Ministre? Alors, si on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde, et on doit voir ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est le même virus. Ce n'est pas une maladie algérienne. Donc ce virus a pris le départ de Chine, il s'est implanté en Europe, chez nous, en Afrique, aux États-Unis. C'est le même virus. D'ailleurs, c'est un virus qui existait. Il a pris une autre dimension, pris une dangerosité. Donc, nous sommes, je dirais, ce qui nous arrange un petit peu, nous, c'est que nous tenons compte des expériences des autres, pour ne pas trébucher et pour tirer profit des expériences des autres. Maintenant, dans beaucoup de pays, il n'est plus obligatoire. Il n'est obligatoire que lorsqu'il y a une proximité, lorsqu'il y a dans les transports, dans les lieux où il y a certainement plus de risques. Mais il n'est plus obligatoire. Mais je pense que la raison pour tout le monde, y compris pour nous, pour vraiment mettre fin au risque, c'est de maintenir le masque de façon permanente. Vous dire quand, je ne sais pas. C'est en tout cas certainement des mois, puisque des scientifiques disent que nous vivrons avec ce virus. Donc si on vit avec, mais si on réussit à l'atténuer, là, il est là. Il est là, il est embusqué. C'est-à-dire qu'à tout moment, c'est un rapport de force. On maintient les mesures, on s'habitue au masque, et le virus va s'atténuer, peut-être disparaître complètement. Si on est dans cette situation, on sait qu'il rôde, il a perdu de la virulence, il est un peu moins, mais si à un moment ou à un autre, on fléchit, on réduit la garde, la vigilance, il n'y a aucun doute, tout le monde est d'accord que le virus peut reprendre. Donc ce que je dis, ce que j'annonce, ce que j'exhorte tous les citoyens, à rester absolument vigilants quant aux mesures de distanciation, de lavage des mains, mais surtout le facteur le plus déterminant pour nous et qu'il est possible de constater pour verbaliser, c'est le masque. Si nous portions, et à propos de masque, je rassure,
sauf si vous avez une question dans ce Oui, sens. oui. Vous anticipez, allez-y, c'est par rapport à la disponibilité et l'accessibilité. La disponibilité, si vous voulez que j'en parle, oui. C'est vrai qu'au départ, nous n'avions pas de masque. Nous avions des masques. Ce masque que vous voyez, c'est un masque chirurgical. Nous en avions suffisamment pour les salles opératoires. Il est arrivé donc une situation urgente. Nous étions pris de court pour les masques. Il fallait les ramener de Chine. La Chine avait un planning extrêmement important pour nous classer, donc il fallait ramener par millions de masques. Et on a tenu un petit peu. Il y a eu, bien entendu, un mécontentement, et je m'en excuse auprès essentiellement du corps de la santé. Maintenant, je suis heureux de constater, d'annoncer que le ministère de l'Industrie vient d'annoncer que des machines sont mises à disposition et que dans un très bref délai, nous aurons 2 millions de masques jour, ce qui fait 60 millions mois. Que le ministère de la formation professionnelle, et je tiens à féliciter Madame la ministre qui, dès le début, a mis en marche ses ateliers. Elle a fait plus de 5 millions de masques qu'elle devait remettre au ministère de la Santé. Je l'ai invité plus tôt, et c'est dans le cadre de ses prérogatives, de les remettre beaucoup plus aux associations, un petit peu à la société civile. Il y a le ministère du Tourisme. J'ai eu l'occasion d'accompagner Monsieur le ministre du Tourisme. Nous avons visité des chambres artisanales, où j'ai vu des couturières travailler. 48 wilayas, a-t-il dit, 48 qui pourraient faire 10 000 jours. Bien entendu, entre la wilaya de Sétif et la wilaya de Tindouf, ce n'est pas la même population, mais l'une dans l'autre, il y aura 20 000. Donc c'est 400-500 000 jours, et il dit qu'il peut aller jusqu'à 1 million. Sétif, un fournisseur, une entreprise qui compte en faire 100 000. Les ateliers, les particuliers, très rapidement, nous aurons beaucoup de masques. Alors, et ceux que nous avons qui avoisinent maintenant les 20 millions, mais ça, c'est le stock de souveraineté un petit peu de la PCH qui va être distribué aux officines. J'anticipe peut-être pour le prix, n'est-ce pas? Oui, oui. Ceux qui sont importés ont été achetés. Ils seront vendus aux officines pour être vendus aux acheteurs, c'est-à-dire les cabinets médicaux et tout, qui achètent ces masques comme ils ont l'habitude d'acheter des médicaments. Le prix, mon collègue, monsieur le ministre chargé de l'industrie pharmaceutique, a annoncé un plafond à 90 dinars. En fait, on avait parlé de 40 dinars, surtout. Non, ça, je parle des masques chirurgicaux. Ah, d'accord. Ceux-là, qui sont importés, qui sont achetés. La pharmacie attend un petit peu la confirmation des textes, de l'acceptation du vote sur la loi de finances complémentaire pour mettre ou pas la TVA. C'est cela qui va un petit peu modifier. Donc, pas plus de 90. Quant aux petits masques, j'ai eu l'occasion de visiter dans les wilayas et j'ai dit au Wali, ce serait bien que ça ait un prix. On ne peut pas les donner parce que ça a un coût. Il y a des couturières qui sont bénévoles. Et il y a du tissu, parfois bénévoles, mais elles ont travaillé. Pour les encourager à travailler, il faut mettre un prix pour qu'elles puissent travailler, pour qu'elles puissent les vendre un peu comme au marché, Hachisham Qatfa ou je ne sais pas, pour aider, mais pas tellement dans cela, pour susciter, pour inciter les autres à travailler. Ça nous arrange, nous, au ministère de la Santé, qu'il y ait dans les communes, dans les daïras, des petites activités comme ça, avec des petits masques qui ne devraient pas dépasser 40 dinars ou beaucoup moins. Donc, et puis, il y a aussi une chose, je vous ai dit, dans la ville d'Allemagne, on les a fait soi-même. C'est un tissu, on a donné toutes les caractéristiques, c'est 20 cm sur 20. C'est un tissu ordinaire, mais à petite maille, il ne faut pas qu'il s'écarte quand on le met. 2 tissus, c'est mieux, 3, c'est encore mieux. Parce que ces tissus, pas celui-là, parce que celui-là, il n'est pas de qualité. Ce tissu est fait de manière artisanale. Enfin, ce masque que je porte. Mais les tissus, ils ont 2 couches et à l'intérieur, il y a un film, le Meltbone, un film. Donc, si on met 2 tissus, 3 tissus, qui sont cousus main ou cousus avec une machine, avec des lanières, et ça fait une protection. Parce que je rappelle que l'OMS au début avait dit tousser sur le coude. Donc, vous voyez bien, quand tout ça sur le coude, on postillonne quand même. Avec ça, on ne postillonne pas. Donc, bon, un tissu léger, qui ne soit pas irritant, un tissu, donc ça c'est très simple. Et quel que soit, je le dis, et je prends conscience de ce que je dis, quelle que soit la nature du tissu. À la limite, en touche en c'est-à-dire dans tous les cas, il protège. Il ne faut pas postillonner, parce qu'on peut être porteur, donc tout tissu, pourquoi ne pas le faire chez soi? On m'a questionné, on m'a dit, il n'y a pas, mais bon, quand vous êtes malade, vous allez à la pharmacie, vous achetez du paracétamol.
Il faut rappeler juste que des masques comme celui que vous portez ont une durée de vie, parce que les gens ont tendance à les porter plusieurs jours. C'est 4 heures, c'est ça? Au bout de 4 heures, il faut le jeter? Alors, il y a des masques à jeter, à utiliser 3-4 heures. Ce sont les masques chirurgicaux, donc il faut en disposer d'au moins 3 ou 4. Les masques à grand public ou au sens large, masque de port pour tout le monde ou masque alternatif, ça appelé aussi comme ça, au masque grand public, c'est du tissu qui peut être lavé. Alors combien de fois on le lave? C'est comme un tissu quelconque. Il y a un moment où c'est des sous-vêtements, une chemise, à un certain moment, le tissu perd un peu de sa qualité. On dit 30 fois. Alors le problème n'est pas dans le laver, le problème est dans la stérilisation, dans la désinfection. Oui. Et là on a dit, vous le mettez, vous le trempez dans une eau 60 degrés pendant 15 minutes, vous le séchez avec un séchoir ou bien vous le mettez au soleil et vous le reprenez. Si vous voulez le repasser parce qu'il y a 3 plis pour lui donner la forme, vous le faites. Donc c'est très simple, on peut le réutiliser autant de fois qu'on le veut. Je vais aller encore même plus loin. Même si on n'a pas, même le masque, on ne le réutilise pas, on le relave et on le réutilise. Il vaut mieux mettre un masque qui n'a pas la qualité à 100% que ne pas en mettre du tout. Oui. Alors le Ramadan et l'Aïd ont été une période difficile. Hein. D'ailleurs, pour le Ramadan, par exemple, il y a eu une courbe assez croissante, notamment les 2 premières semaines, monsieur le ministre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le plus dur est passé, ou peut-être qu'on doit aussi faire attention avec l'arrivée de l'été et l'éventuelle ouverture des plages, ou alors elles seront fermées? Quelles sont les mesures finalement qu'on peut prévoir pour l'été? Alors, je rappelle aussi que pour l'été, des mesures seront prises, des mesures seront annoncées par le ministère de tutelle, le ministère du tourisme, qui a déjà engagé un plan et que nous avons vu. Entre autres, au niveau de la plage, distanciation, etc. Puis aussi les hôtels, il y a tous les centres de vacances en été, c'est un grand chantier, un travail méthodologique qui a été très bien fait, qui a été soumis, qui sera soumis aussi au gouvernement, qui va être donc mis en marche. Maintenant, pour le Ramadan, effectivement, au Ramadan, on a constaté, c'est dans nos habitudes, n'est-ce pas? On dort un peu le matin et l'après-midi, il y a foule dans les marchés, acheter des sucreries. On a faim, donc on a une préoccupation pour son ventre, les marchés sont pleins et tout. Il est tout à fait logique de penser que, et c'est connu, plus il y a promiscuité, plus il y a rapprochement, et il y a des sujets qui sont, et puis ils projettent des virus et tout. C'est cela, en partie, qui expliquerait, ce n'est pas si affirmatif que cela, mais c'est aussi autre chose ça a coïncidé un petit peu avec le nombre de tests. Je rappelle que nous étions avec un seul site de test, qui était l'Institut Pasteur. Oui. Nous avons étendu à Oran, Constantine, puis Ouergla. Donc, que peut faire un site oui. 10 tests, 20, 50, disons 50. Donc, c'est 4 fois 50, c'est 200. Mais quand vous avez près de 30 sites maintenant, avec en plus, et ça je voudrais le préciser, les scanners. Vous savez que dans le traitement, dans la prise en charge de cette maladie Covid, les choses ont changé. On a dit que c'était une maladie respiratoire, puis on a dit que ça touchait, ça coagulait le sang. Ensuite, dans la maladie, il y a une période, 5-7 jours, que ça donnait une espèce d'inflammation très violente qui faisait passer les sujets en réanimation et qui mouraient peut-être pas de cela, parce qu'ils mouraient d'arrêt cardiaque lié. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits, qui ont fait que les développements ont considérablement changé à propos du traitement de la maladie. Donc, c'est le nombre de sites qui a fait que le nombre de sujets a atteint ce taux. Oui. Alors, la crise du coronavirus a vu l'implication des scientifiques et des chercheurs algériens dont les recherches sont souvent restées académiques. À quel point cela a aidé dans la prise en charge de cette crise et quelles leçons devrions-nous tirer de cette expérience? Alors, à maladie nouvelle, développement de scientifiques et de recherches nouvelles. Personne ne connaissait la Covid, personne dans le monde, dans la planète. C'est un virus qui existe chez les animaux,
dans le scorpion, le serpent, les animaux, quelconque. Il existe parmi nous. C'est le virus de la grippe. C'est le virus du SARS, syndrome aigu respiratoire sévère. C'est le virus du MERS, au Moyen-Orient. C'est un virus qui, cette fois-ci, a pris une dimension, il s'est développé autrement, il a pris de la virulence, il s'est étendu. De quelle manière, personne ne sait. Je vous dis, personne ne sait. Nous ne cessons de lire. Il y a un comité scientifique qui lit tous les jours. Chaque lendemain, chacun arrive avec un certain nombre et on conjugue un peu nos efforts pour avoir les données les plus fiables, les plus académiques et tout. Nous avons lu beaucoup d'expériences, dont des expériences d'Algériens dont nous avons tenu compte, et dans ce comité scientifique, tous les jours, nous sommes rejoints d'autres collègues qui ne figurent pas dans le comité puisqu'il est élargi. Et c'est comme ça que nous avons introduit les anticoagulants. C'est grâce à des collègues. C'est comme cela que nous avons introduit les corticoïdes, grâce à des collègues. Donc il y a une floraison de scientifiques d'une compétence, je dirais, exceptionnelle. Franchement, j'ai découvert, moi, parce que je rassemble, tout converge vers moi, je suis le ministre de la Santé, je vous assure qu'il y a des compétences fabuleuses dans le pays. Il faut peut-être trouver l'ingéniosité pour capitaliser tout cela, pour les diriger. Ça, c'est le travail qui est fait ici. Et puis, nous tenons compte des travaux qui sont faits ailleurs. Oui. Alors, il y a des divergences. Vous avez certainement lu un petit peu ce qui a été mis dans la big... le travail là, de 96 000 du Lancet, n'est-ce pas? Je pense que c'est une question récurrente. C'est une question prévue aussi. Vous voulez qu'on en parle aussi, bien sûr? Oui. Je voulais juste vous faire réagir juste avant cette question, justement, si vous permettez, Monsieur le Ministre, puisqu'on parle de compétences nationales. Alors, il y a eu récemment ce coup de gueule, justement, du professeur Bouzid, responsable du service oncologie au niveau du CPMC, qui a parlé donc, du transfert, notamment à l'étranger. Il a estimé que c'est une perte d'argent et que les prises en charge ne profitent pas forcément aux plus méritants, je le cite. Alors, il a également parlé d'orienter cet argent pour la construction de nouveaux hôpitaux et surtout à donner les moyens justement aux compétences locales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? D'abord, on est habitué au coup de gueule du professeur Bouzid, que je salue bien sûr. Il est chef de service en oncologie, et l'oncologie c'est le scanner. C'est un souci majeur de M. le Président de la République qui m'a instruit pour ouvrir ce dossier. C'est un souci majeur pour tous les médecins. C'est effectivement cette commission médicale nationale qui fait un travail, elle a des experts, enfin, les membres de cette commission depuis 1995, des départs qui dépassaient les 15 000 à l'époque, ils ont pu réduire à moins de 300 000. J'ai présidé la réunion, j'ai, moi, demandé la réunion, parce que c'est un sujet qui, à mes yeux, est important. Je trouve que quand je vois des images, je ressens presque une humiliation, moi, en tant que citoyen, en tant que médecin, quand je vais à la frontière algéro-tunisienne, quand je vois nos sœurs et frères partir en Tunisie pour des soins qui peuvent être faits ici. Oui. Cela est peut-être le résultat d'un dysfonctionnement dans notre système, dysfonctionnement pour lequel je prie tous mes collègues de s'associer à moi pour essayer de trouver une solution. Parce que les compétences existent, mais il y a un petit problème pour associer toutes ces compétences. Effectivement, en ce moment, il n'y a pas de départ parce que les avions sont à l'arrêt. J'ai demandé à ce qu'on fasse le point. Et j'ai une priorité. C'est comme ceux qui m'ont précédé l'ont fait. Ils l'ont bien fait, puisqu'on est parti de 15 000 à moins de 300. Donc je ne peux que valoriser le travail de ceux qui m'ont précédé. Il m'appartient à moi de continuer le travail. Il y a des pathologies. Si je vous disais pourquoi ils sont transférés, vous me diriez que ce n'est pas normal. Effectivement, je partage le souci de beaucoup, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on adresse nos malades alors que nous avons les compétences. Ce n'est pas normal qu'on mette de l'argent et qu'on donne à d'autres pays alors que cet argent peut être mobilisé ici. Tout cela est le résultat d'un problème et je suis ouvert à toute personne qui m'aiderait à trouver une solution à ce problème. Je vous cite des exemples, mais absolument inquiétants dans la mesure où ce sont des situations qui ont induit des pertes d'argent inutilement. Dans les pathologies cardiaques de l'enfant, qui sont
parmi les pourvoyeuses à l'étranger. Un malade coûte 140 000 euros. Ça, c'est les greffes hépatiques. Allez, les greffes hépatiques chez l'enfant. Il reste 6 mois. 1 mois de préparation nutritionnelle qu'on peut faire ici. Et 5 mois en déplacement, c'est quand même moins coûteux que 6 mois. Et pourquoi ne pas faire la greffe ici? Nous avons des compétences. Il manque la technicité. Ramenez l'étranger chez lequel vous êtes formé. On a tous des relations. On le prend en charge ici. On fait les interventions ici. On ne paye ni l'électricité au pays d'accueil, ni le gaz, ni l'infirmière. Il y a des tas de choses qu'on va utiliser chez nous. Il reste la compétence. Ramenez la compétence. Ramenez-le. Mais au-delà du gain immédiat, c'est au lieu de payer 140 millions, on paierait moins. On paierait peut-être le chirurgien. Mais je peux vous assurer que 99% des chirurgiens qui viendraient appelés par les collègues ne prendraient pas un sou dans les établissements publics. Et je le dis en connaissance de cause, depuis 2005, on ramène dans l'établissement où j'étais des dizaines de missions. On a ramené des chirurgiens qui n'ont jamais pris un centime, qui étaient heureux de voir notre soleil, de manger avec nous à Draria, de voir des jeunes pleins d'enthousiasme à 1 ou 2 heures d'avion, peut-être moins que lorsqu'ils se déplaceraient de l'hôpital chez eux vers leur lieu de domicile. Je reviens à un cas précis où l'intervention coûte 50 000 euros. Elle n'est pas faite ici pour une raison. Il y a des conduits qu'on appelle les conduits valvés, conduits Contegra, pas besoin de donner, qui coûtent 1 500, 2 000 euros. J'apprends le conduit, alors qu'il y a eu un avenant signé il y a 6 mois entre les services cardiologie et la pharmacie centrale qui s'était engagé à ramener ces conduits ne sont pas venus, les enfants sont partis, ils ont coûté 50 000 euros. Donc le bon sens, il ne s'agit ni de patriotisme, ni de nationalisme, rien du tout, c'est ce qui vit dans tout individu. Vous prenez une personne, vous lui dites, écoutez, pour une intervention faite ici, en ramenant un étranger, vous gagnez 10. Donc partant de cette logique, je m'engage avec l'ensemble des collaborateurs à ouvrir un chantier qui va plus dans le sens de, et c'est aussi une des recommandations du président de la République, de faire appel à des compétences algériennes qui sont là-bas, ou des compétences étrangères, et à introduire la technicité, introduire la compétence, et cesser d'envoyer. Moi, j'ai fait plusieurs stages, plus de 10, 15 stages que j'ai fait quand j'étais en exercice. Eh bien, je recevais dans le service où je me trouvais des enfants adressés d'ici, puis les collègues français me disent, mais comment ça, vous ne pouvez pas le faire chez vous? Ben oui, on peut le faire chez nous, mais il y a un dysfonctionnement. C'est une situation à laquelle il faut remédier, qui va mettre du temps, mais je pense que la volonté est là. Si on met la volonté, si on prend les personnes, si on s'appuie sur les personnes volontaires, on peut mettre fin. En tout cas, c'est ce qui a été dégagé. Et je vais réunir au niveau du ministère, il y a 4 pathologies essentielles. Je vous prends celle qui intéresse ma discipline, étant chirurgien orthopédiste, la scoliose. La malformation. Là. Eh bien, il y a des dossiers en attente de départ. Si on me dit en attente, ça veut dire qu'il y a le budget qui est. Eh bien, ce budget, je l'utilise pour ramener des compétences. Donc, prochainement, je réunirai toutes les spécialistes de telle ou telle pathologie. Je leur dirai ceci, je suis à votre écoute, je mets tout à votre disposition, mais il faut qu'on réussisse. Dites-moi ce qu'il faut, on s'engage, ramenez les compétences et on démarre. Et j'ai l'espoir, avec l'aide et l'assistance de tous, pour ne laisser comme départ que les cas, par exemple, d'intérêt scientifique, que les cas d'une difficulté extrême. Oui. Alors, vous voulez revenir sur l'étude de The Lancet qui a été donc publiée le 22 mai dernier, qui estimait justement que la chloroquine était inefficace et qui a été largement remise en question finalement par une grande partie des scientifiques. L'Algérie, je le rappelle, n'a jamais interrompu le traitement à la chloroquine. Alors, nous avons pris, mes collègues et moi, les membres du conseil scientifique, la mesure de mettre en marche ce traitement à la chloroquine le 23 mars. Nous étions parmi les premiers pays dans le monde à mettre en marche cette démarche thérapeutique. Une raison très simple, nous n'avions pas de traitement. Il n'y a pas de traitement du coronavirus. Oui. Il n'y a ni vaccin, ni antiviral. Il n'y avait que cela.
Et la chloroquine est un médicament qui existe chez nous, c'est le médicament du pauvre. À la fabrication, ça ne coûte même pas 0,08% d'un dollar. Regardez un peu. Et ici, ça coûte même pas 400 dinars. Et on en a. Et on en fabrique ici. Et la matière première, on a eu un petit peu de difficulté, mais nous parvient maintenant d'Inde. Nous avons un stock. Et nous avons aussi rajouté l'azithromycine, qui est un antibiotique macrolide qui agit bien sur la sphère haute, respiratoire haute. Et nous avons démarré ce traitement. J'ai annoncé de façon officielle, il y a 2 ou 3 jours, l'implication de notre pays, parce qu'il y a eu un grand débat avec des situations contradictoires, avec des dits et des non-dits, avec des attaques des uns et des autres. Nous étions uniquement spectateurs. Et on a dit, non, nous avons une expérience, puisque ce n'est pas une maladie connue depuis des siècles, où on ne peut rien apporter de plus, sauf une maigre expérience. C'est une maladie. Il n'y a pas eu d'effet secondaire J'y viens. Par rapport à la chloroquine. C'est une maladie tout à fait nouvelle. Oui. La Covid est apparue en décembre en Chine. Personne ne savait ce que c'était. Alors, on a un petit peu exagérément mis devant les travers de la chloroquine. Montrez-moi un seul médicament dans le prospectus où vous ne lisez pas les effets secondaires, graves ou moins graves. On a dit que la chloroquine entraînait sur l'œil de l'œdème, sur la peau et essentiellement le cœur. Alors, je vous rassure, cette chloroquine n'est donnée qu'à l'hôpital, comme milieu hospitalier, sur un schéma de 10 jours. À raison, une boîte suffit. Une seule boîte suffit de chloroquine. Elle est donnée sous contrôle médical avec un examen électrique, un électrocardiogramme, avec un suivi pendant 10 jours. Donc elle est donnée de façon bien méthodique, bien réglée, bien cadrée, bien suivie par des médecins. Nous n'avons ça, je vous dis ce qu'on me dit. J'ai sillonné plusieurs wilayas. Je vous assure que je n'ai même pas posé, mes collègues et moi, quand je me déplace, je prends avec moi mes collaborateurs, c'est toute une équipe qui va. À aucun moment, ou très rarement, on a posé la question sur la chloroquine. C'est nos collègues qui nous disent « nous avons d'excellents résultats ». Parce que c'est peut-être un peu nouveau cette fois-ci. Il y a une épidémie, il y a un comité scientifique, et ce comité scientifique élabore tous les jours des instructions et on les envoie. Donc ils suivent les instructions. Tout le monde est satisfait. Nous avons plus de 10 000, j'ai donné le chiffre, nous avons 98% de bons résultats. Plus de 98%. Moins de 2% de résultats. Alors les seuls troubles, c'est ce qui est mis dans la boîte, quelques troubles digestifs, des ballonnements, des gargouillements, une diarrhée, une constipation, quelques prurites, une démangeaison, et quelques petits ennuis qui ont été pris en charge cardiaque. Donc, quelle que soit la situation, lorsque vous annoncez une situation, vous dites j'ai 98% de succès ou 95% de succès. Il n'y a pas beaucoup de situations où vous avez autant de succès. Donc, nous avons pris position. D'ailleurs, le big data, c'est de 96 000 sur 677 ou 600, près de 700 sites où il y a beaucoup de biais qui ont été dévoilés. Vous savez que l'OMS revient sur sa décision. L'OMS autorise. Vous savez que 3 des auteurs se sont retirés. Ça nous met à l'aise. Ça nous met à l'aise parce qu'au début, nous nous sommes dit peut-être que nous avions pris un chemin qui n'était pas le bon. Ça nous met à l'aise et puis de toute façon, quoi qu'on dise, nous avons notre propre expérience, nous la conservons, nous la disons et nous en tirons une fierté pour nos jeunes médecins qui l'utilisent. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir participé à cette émission. Nous arrivons à la fin de cette émission, on est déjà à 52 minutes. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.